Hiver 1980, un vent frais souffle sur Atlanta, il fait nuit, la lune baigne les toits des maisons d'une douce lueur argentée. Tout est calme ce soir-là dans les rues, du moins en apparence, car depuis le sous-sol du Celebrity Club, l'une des boîtes les plus underground de la ville, un rythme disco-funk résonne alentour, I'm Coming Out de Diana Ross, le tube de l'année et un hymne pour la communauté gay. À l'intérieur du club, l'ambiance est électrique. Des chevelures lisses, bouclées, crépues s'agitent dans tous les sens. Pantalons en cuir moulant, vestes à paillettes et chemises à fleurs rivalisent de couleurs et d'exubérance sur la piste de danse. Un parfum de désir flotte dans l'air, attisant les flammes de l'audace et de la liberté. Mais au milieu de cette foule endiablée qui se déhanche sous les boules à facettes, un jeune homme de 20 ans sort du lot. Il est noir, élancé, et son 1m93, rehaussé par 10 cm de talons aiguilles, offre à tous les fêtards la vue de son visage. Ses yeux fardés de bleu et ornés de fossiles débordent de charisme, sa bouche, rouge écarlate de sensualité, une immense perruque blonde trône sur son crâne comme une couronne solaire. Il est à lui seul une déclaration d'amour à la beauté hors des sentiers battus et de guerre à l'intolérance et à l'étroitesse d'esprit. À la fois homme et déesse, il transgresse tous les codes, enfonce toutes les barrières, symbolise de façon absolue la liberté et l'expression de soi. Ce soir d'hiver 1980, ce jeune homme n'est qu'un go-go danseur inconnu, une petite étoile qui brille dans le sous-sol d'une boîte de nuit à Atlanta. Il rêve d'être un jour une star et il est certain d'en avoir l'étoffe, mais ce qu'il ignore, c'est qu'il va devenir encore bien plus que ça. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une icône de la pop culture. Il a brisé de nombreux tabous, bouleversé les représentations des personnes queer dans le monde entier et n'a cessé de diffuser un message d'amour et de tolérance. Sans lui, la culture drague n'aurait tout simplement pas le même sens. Son nom, RuPaul. De sa jeunesse au show télévisé qui a tout changé, découvrez son flamboyant destin. RuPaul André Charles naît en 1960 à San Diego, dans une famille chrétienne. Il grandit avec 3 sœurs et, dès son plus jeune âge, s'amuse à leur emprunter des vêtements, à s'habiller en princesse et à mettre du maquillage. Son attitude est clairement différente de celle des autres garçons. À 15 ans, il déménage à Atlanta avec l'une de ses sœurs et vit de petits boulots. Le jour, il vend des voitures d'occasion et la nuit, il parcourt les boîtes de nuit underground de la ville. Il ne tarde pas à se faire repérer pour son physique atypique, ses looks extravagants et devient go-go dancer au Celebrity Club. En parallèle, le jeune RuPaul tente sa chance dans différents domaines artistiques. Il chante dans un groupe de punk rock, joue dans un petit film indépendant et participe à sa production. Ses performances ne laissent pas non plus indifférent, mais il rêve de plus encore. Il veut conquérir le monde avec l'art du drag, en se créant un personnage, en brouillant les frontières de genre, en s'exprimant grâce au maquillage, aux vêtements et à la scène. Et à ce moment-là, la ville incontournable pour ce genre de représentation, et la communauté queer, c'est New York. Il déménage donc en 1984. Au début, la vie n'y est pas simple pour le jeune homme de 24 ans, il a peu d'argent de côté, dort chez des amis et parfois même au milieu de Central Park. Le soir, il travaille dans les vestiaires des clubs de la ville et il continue de construire son personnage de drag queen. À la fin de la décennie, le look punk et nonchalant est un peu démodé. RuPaul décide alors de se raser le torse et les jambes et donner à son personnage une apparence beaucoup plus glamour. Ce nouveau style qui restera jusqu'à aujourd'hui sa marque de fabrique lui correspond à merveille. Et il ne tarde pas à acquérir une grande notoriété dans les milieux queer de la ville. Après avoir gagné le concours de drague de New York,
il devient officiellement la reine de Manhattan. Et à partir de là, tout s'enchaîne très vite. Il sort Supermodel of the World, un album de dance house qui cartonne à l'international. Il devient la première drag queen égérie d'une marque de cosmétiques. Et il lance sa propre émission de télévision, le RuPaul Show. En interviewant les plus grandes célébrités de l'époque, il aborde des sujets de société jusque-là très tabous: sexualité, émancipation des personnes noires, féminisme, sexisme. C'est une petite révolution. RuPaul devient un porte-parole, une figure désormais connue du grand public, invitée à la radio et sur les plateaux de télé. Son attitude calme, le savant mélange de sagesse et de punchline dont il fait preuve quand il parle, et son humanité forcent l'admiration. Mais au début des années 2000, RuPaul connaît une baisse de popularité. Il sort 3 autres albums de musique qui peinent à décoller, fait toujours quelques pubs dans les magazines, mais sans grand succès. Les médias gays parlent de moins en moins de lui et la presse mainstream persiste à vouloir en faire une bête de foire. La magie RuPaul n'opère tout simplement plus. Alors pour se relancer, il lui faudrait une idée forte, géniale, grandiose, et c'est précisément ce qu'il va avoir. Avant de continuer cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. En 2008, RuPaul a l'idée de créer un concours de drag queen sous forme de télé-réalité. Le show prend le nom de RuPaul's Drag Race et commence dès le début de l'année 2009. Tantôt habillé en homme ou en femme, RuPaul est à la fois présentateur, juge et mentor pour les candidats-candidates, surnommés les queens, les reines. Chaque semaine, les téléspectateurs assistent aux coulisses complexes et fastidieuses de l'art du drag. On y voit les queens coudre leur tenue, se maquiller avec soin et enfin participer aux nombreuses épreuves de l'émission. Après plusieurs saisons, les défis devenus cultes sont les suivants. Le Reading Challenge, un petit jeu consistant à jeter des pics humoristiques aux autres queens. Le Snatch Game, une parodie de jeu télévisé où chacune imite une célébrité. Le Ball, défilé impressionnant où les queens doivent préparer 3 looks sur des thèmes précis. Et bien sûr, le terrible Lip Sync, où les queens susceptibles d'être éliminées doivent tout donner en playback pour sauver leur place sous l'œil amusé mais intransigeant des juges. Mais derrière les paillettes, les jeux, les défilés, les personnages loufoques, hauts en couleur et parfois provocateurs des drag queens, se cache un discours de vérité. Dans chaque épisode, l'émission met en avant les parcours souvent très durs et précaires des candidats. Homophobie, rejet de la famille, solitude et incompréhension, harcèlement de rue, VIH, autant de sujets abordés dans l'écoute et la solidarité générale. Dans tout cela, RuPaul fait figure de mère, de modèle et de guide. Il est l'incarnation de l'acceptation de soi et a d'ailleurs une phrase devenue culte et souvent répétée au cours du show: « Si on n'est pas capable de s'aimer soi-même, comment espérer pouvoir aimer quelqu'un d'autre ?» Initialement, RuPaul's Drag Race cible une audience queer. Mais avec les années et après plus de 10 saisons, le public s'élargit. À partir de 2017, le show, jusque-là hébergé sur une chaîne câblée, passe à la télé gratuite américaine et finit par rejoindre le catalogue Netflix. Le succès de l'émission explose alors comme jamais auparavant. RuPaul, déjà célèbre aux États-Unis et en Grande-Bretagne, se fait connaître dans le monde entier comme la drag queen par excellence. Il entre dans le top 100 du magazine Time des personnes les plus influentes du monde et reçoit de nombreuses récompenses pour son travail et son émission. Aujourd'hui, RuPaul est une icône de la pop culture et une figure incontournable de la communauté queer. Avant lui, le drag était une discipline incomprise, voire inconnue du grand public. Mais son show a offert à cet art une visibilité qu'il n'avait jamais eue auparavant. RuPaul a littéralement bouleversé les représentations de la culture drag et des personnes LGBTQ+, à travers le globe et pour les générations futures.
Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins écrit par Ellie Oliven, réalisé par Antoine Berry-Roger. Dans le prochain épisode, je vous parlerai d'un homme accusé d'être un loup-garou. Et en attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.